On parle aujourd'hui du métier d'urgentiste. Vous savez, souvent tu es malade, tu n'as même pas la force de te lever pour aller à l'hôpital. Souvent tes enfants sont malades, tu es au travail, tu ne sais même pas comment la nounou va les emmener à l'hôpital. Souvent tu vas à l'hôpital aussi, il y a le rein. Si ce n'est pas urgence là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Ils sont là aujourd'hui, ce sont des guerriers, ce sont nos anges gardiens. On parle avec eux dans cette émission, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre bien-être, à votre santé, à votre évolution, à votre équilibre, tout simplement. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle, t'es sublime et tu m'en jettes dans les yeux avec un verre, oh my God. Je vois une poitrine, que vois-je, que dire? Alors j'avoue que la poitrine, c'est pas de mon fait. C'est Patrick Edouard qui m'a donné une tenue qui rebondit. Donc, qui met en valeur les choses. Et comme il y a des airbags. Les vraies choses. Donc, les airbags aussi rebondissent, donc c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est que les airbags sont à leur place, à midi pile. Ah, ça c'est sûr. Ouais, si c'était à 18h30, j'allais faire pas la Non, si c'est le côté midi, là, c'est midi. Ah là 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 là, on applaudit. Excellente. Les filles, comment allez-vous? Très, très bien. Very good. Très heureuse. Un coup content, c'est bien pas là, c'est fini. Non, on est très contente d'être là. C'est juste que je suis très... C'est début de semaine quand même. Oui, on est très impressionnés par nos beaux invités qui sont présents. Ah, d'accord. Et surtout, je suis un peu... Je suis pas très informée sur cette histoire d'urgence et tout, oui, d'accord, très bien. Voilà, je sais même pas s'il y a un numéro pour et... T'inquiète. C'est compliqué. Donc on aura l'occasion d'en parler tout au long. Dis, Jules, comment tu vas? Oui, je vais très bien. En ce moment, je suis dans ma soft girl era. Yeah. Voilà, j'ai bien profité du week-end à la mer, comme d'hab. À la mer. Elle aime la highlight. Wow. Mommy Water. Mommy Water. La cellule. La cellule des bonbons là-bas. Ah, mon cher. Elle m'a dit, elle a parti là-bas, non? Aïe. Je suis pas étonnée. Comment vas-tu? Très bien, very good, as usual, you know. D'accord. Très bien. Surtout que si on a un malaise, on sait qu'on pourrait être prise en charge très rapidement. Faut pas faire Yasmine va tomber ici. Avec nos chers invités. Je vois un esprit amen. Attendez. Je sens un esprit amen. Alléluia, mais les filles, Aurélie a péché. Elle a péché, elle a oublié de nous dire qu'il y a un arbre qui donne des festes très rebondies au banco. Ah oui, j'ai oublié de dans le préciser. péché, ma fille, réponds-toi. Je vais me rattraper. Il y a un arbre au banco, là. Oui. On dit la sève, là, on dit que les femmes là, prennent ça pour faire grossir les fesses. Voilà. Le tambour, le tabou, là. Très bonne information. Allez au On aura banco. l'occasion d'aller au banco nous-mêmes. Avec les urgentistes pour ça. bien Allez, dans les urgentistes. Alors, on parle aujourd'hui du métier d'urgentiste. Comme je le disais en introduction, et nous avons trois invités qualifiés de qualité avec de l'expérience, justement, pour nous parler de ça. Nous avons le docteur Ousmane Chérif. Chérif. Ah, il faut rire un peu, Yawa. un petit sourire quand même, monsieur Ousmane. Non, pas stressé du tout. Mais il n'est pas stressé, il est déjà passé sur le plateau. Il nous connaît, il est habitué. N'est-ce pas? Ou bien c'est une sorte de dissuasion d'abord pour ne pas courir. Bon, un urgentiste, souvent, quand il pense Il est trop stoïque. à ses urgences, il reste un peu stoïque. On a failli te demander de te lever, mais ça va quoi? On peut aller à d'autres. Conscience next, s'il vous plaît. Mais mince alors. Alors, deuxième médecin généraliste et médecin généraliste télémédecine, Soumaoro Ousmane. Oh! Mais attends, mais on crie pour les invités, les filles. Ah, mais non! Vous aimez mettre les gens dans les problèmes. J'ai bien des
Merci déjà. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, on nous a dit quand les invités viennent, il faut les acclamer. Mais là, tu as une C'est pas lui, acclamation. non. Osman. Osman, c'est pas la... Osman, il a fait homme d'ici, il a fait femme d'ici, c'est sa première fois, lui. C'est un habitué d'NCI, mais... Attends, Kadi, présente le temps d'invitant, on va voir comment elle va. D'accord, très bien. Alors, ensuite, Il n'a même pas fini. Bon, OK. urgentiste, après tu as venir, urgentiste et spécialisé dans la réanimation. Anesthésiste Anesthésiste, réanimateur. Quelqu'un qui corrige pour Avec plus de 30 ans. Avec plus de 30 ans d'expérience. Docteur Aswako, s'il vous plaît. Docteur Aswako! Oh yeah, le can-can! Aswako. C'est bon? C'est bon, tonton Aswa? Aswa, D'accord. Comment ça va, docteur? Ça va, ça Merci. va Merci bien. vraiment d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Tu voulais revenir sur Soumaoro? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Vraiment, vous êtes très jeune. Ouais. Et je suis très heureuse de voir des jeunes personnes comme vous qui ont épousé ce beau métier qui est de sauver des vies. Merci. J'ai beaucoup de femmes qui sont à la maison et qui ne se sentent pas bien, qui ont des problèmes de santé. Je pense que je vais vous référer à ces femmes-là. Même des hommes, hein, des Ouais, couples voilà. et des enfants et tout. Vraiment, non, ça, parce que les études, c'est de longues études. Il faut le dire. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pas longue étude. Oui, là. Ah, madame, elle fait des jetés, quoi. C'est longue étude. Il y a un chocolat pour te donner, hein. Là, tu fais d'une manière. Merci beaucoup. On a 3 profils d'urgentistes. C'est ça. Nous avons le docteur Soumaoro, qui fait de la télémédecine. C'est ça. Donc, tu te déplaces à domicile. Oui, alors c'est à 2 volets. Ok. La télémédecine, c'est que dans un premier temps, on reçoit les appels par téléphone. On fait à peu près ce que le SAMU fait. On fait de la régulation médicale. Donc, on filtre d'abord les urgences. Nous, notre focus, c'est d'abord de gérer ce qu'on appelle les urgences ressenties. C'est-à-dire que les personnes qui sont malades vont tout mettre dans le lot d'urgence, mais ça n'engage toutes les maladies, n'engagent pas le pronostic vital. Ouais. Donc nous, on va intervenir dans un premier temps, soulager le mal, et si ça dépasse notre plateau technique, on réfère au SAMU ou bien aux services d'urgence qui sont spécialisés. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons docteur Osman, et toi, tu es urgentiste. C'est quoi le... Alors, les urgences, il y en a de pré-hospitaliers, c'est-à-dire avant l'hôpital, et il y a les urgences intra-hospitalières, c'est-à-dire les urgences qui se font dans l'hôpital. Donc, moi, je fais les deux. Je fais les urgences pré-hospitalières, je fais aussi des urgences intra-hospitalières. D'accord. Donc, dans les hôpitaux, je fais les CHU, les urgences des CHU et les urgences aussi de certaines cliniques privées. Voilà. D'accord, très bien. Et docteur Aswako? Oui, Aswako. Oui, donc moi je suis au SAMU et en même temps au bloc opératoire, mais on va parler côté SAMU, c'est donc la prise en charge des urgences avant l'hôpital. Comme tout à l'heure, elle a dit, un malaise à la maison, sur le chantier, sur la route. Yasmine, voilà. Donc vous appelez, et on régule un peu l'appel et après, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut amener comme moyen pour aller vers vous. Ah, d'accord. Donc, SAMU, en clinique, donc clinique hôpital et UMED. C'est ça. Très bien. Et la différence entre les 3, elle dit. Alors moi, j'ai envie de dire que UMED intervient à domicile, mais le focus, c'est sur les soins non urgents. C'est-à-dire que nous, on ne va pas se déplacer si quelqu'un est dans le coma, par exemple. D'accord. Ouais. On sépare en fait les rôles et ça permet même aux spécialistes du SAMU et d'autres services d'urgence d'être plus efficaces parce qu'ils vont conserver leur capacité pour justement régler les problèmes qui sont spécifiques. Et j'ai envie de dire, si tu le permets, cas pratique. Je ne me sens pas bien, j'ai eu une indigestion, j'ai super mal au ventre. Et donc, j'appelle le numéro des SAMU, mais ça met du temps. Ou alors, ils viennent. Et en même temps, j'ai aussi votre numéro. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez venir à domicile pour me soigner? Oui. Parce que ce n'est pas forcément que j'ai envie d'aller en urgence. Parce qu'il y a des cas, des gens qui sont découpés, Exactement. qui sont amputés. Il y a des cas beaucoup plus graves. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous Exactement. Donc ça, c'est vraiment un cas pratique. Quand on reçoit l'appel, on commence. C'est pour ça qu'on a ajouté la téléconsultation, la télémédecine à nos services. On commence à prendre en charge déjà. Qu'est-ce que vous avez? Les douleurs, comment est-ce que vous les décrivez? Est-ce que c'est les douleurs qui sont Ça, diffuses? c'est au téléphone, hein. Au téléphone déjà. Est-ce que ça s'accompagne de diarrhée, etc. Donc l'examen clinique commence au téléphone avec l'interrogatoire et on sait exactement, en tout cas, comment s'orienter. D'accord. On peut donner des premières orientations, commencer à prendre tel médicament en attendant que l'équipe arrive sur place, etc. Et sur place, on fait les premiers soins, on termine l'examen clinique
Et ensuite, on voit s'il y a lieu de faire des examens complémentaires, on fait des prélèvements, des bilans de sang pour approfondir et puis avoir un diagnostic. En attendant, on commence déjà parfois à placer une perfusion. Donc pour essayer de soulager. Donc on va jusqu'à hospitaliser, les patients à domicile. Ah, c'est très bien. Voilà. Et encore une fois, tout n'est pas gérable à la maison. Oui. Okay. Mais on gère jusqu'à ce que notre plateau technique est capable, voilà. Et ensuite, si on est dépassé, on réfère. D'accord. Alors moi, j'ai une expérience, une anecdote sur le SAMU où j'ai eu vraiment une grosse crise d'ulcère parce que c'est vrai que je suis ulcéreuse. D'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse une émission sur les plaies de ventre, entre parenthèses. Et j'ai appelé le SAMU à 1h du matin. C'était chaud, je croyais mourir. Donc, le temps de décrire les symptômes, j'avoue que franchement, ils ont été très réactifs. En 20 minutes, ils étaient là. Et donc, on m'a donné les médicaments, on m'a fait des perfusions, etc. Donc là, j'ai eu une belle aubaine. Par contre, c'est vrai qu'il y a la réputation, quand même. Le SAMU a une réputation où vous mettez beaucoup de temps. Donc, comment est-ce que vous arrivez à dissocier la vraie urgence d'une personne qui ne l'est pas par rapport aux appels que vous recevez, sachant qu'il y a peut-être 98%, comme vous avez dit, d'appels qui sont fake, en fait? Oui, bon, ça, c'est pas toujours facile parce que les gens simulent à la perfection l'urgence vraie. Ah ouais, hein. Et les services d'urgence, que ce soit à Abidjan ou à Paris ou ailleurs, même les pompiers, on est souvent aiguillés sur de faux appels avec de vrais descriptifs au téléphone en disant, voilà, il ne respire pas, il n'est pas bien, etc., etc. On y va, et quand on y va, on dégarnit la base par rapport aux vraies urgences, et ça, effectivement, c'est un vrai problème. Ah ouais. C'est un problème d'éducation, et malheureusement, ça peut impacter négativement la prise en charge. Mais du coup, moi, c'est par rapport à la télémédecine. C'est vrai que parfois, au téléphone, on peut décrire un mal. On est vraiment en souffrance, mais vous aurez peut-être l'impression que c'est un petit bobo qu'on a, et ça ne va pas être traité comme une urgence. Ça va peut-être vous dire qu'il faut vous allonger, il faut peut-être boire X ou Y chose, sans pour autant prendre véritablement... Comment vous arrivez à savoir qu'on est vraiment dans un cas où c'est un mal qui est sérieux, où il faut déplacer le SAMU, par exemple, ou référer à d'autres personnes? Mais en fait, la télémédecine, c'est un outil. C'est en complément de l'acte de consultation. Okay. Donc, de prime abord, la consultation médicale est segmentée en interrogatoire et puis en examen physique. L'interrogatoire, on peut le faire au téléphone. C'est ça. Et l'interrogatoire va nous donner des orientations et ça va nous définir s'il faut venir sur place ou bien s'il faut vous référer directement. Parfois, c'est mieux de dire que ce cas-là, on ne le gère pas à la maison, aller directement à l'hôpital, là où le plateau est suffisant. Parfois, ça vous fait vous-même gagner du temps. D'accord. Ouais. Vous voyez? Ouais. Est-ce que le docteur Amako voulait ajouter quelque chose? Oui, non, juste pour dire, la question qu'elle a posée est très pertinente. Parce qu'effectivement, un mal décrit au téléphone nous fait penser, nous, à plusieurs causes. Exactement. Mais en général, on va s'intéresser aux causes qui mettent en jeu la vie de la personne. C'est ça, le cœur, la respiration, l'état de conscience. Et sur des 2-3 questions, on peut savoir qu'il y a potentiellement une urgence qu'on appelle l'urgence vitale. Et en ce moment, avant qu'on arrive, on peut vous donner des conseils de secourisme de base avant qu'on arrive, parce qu'on ne peut pas être là dans la seconde. En attendant qu'on arrive. D'accord. Oui, Ousmane. Donc, la précision que je voulais faire, si on veut mettre vraiment en évidence une différence entre les différentes médecines, préhospitalières, hospitalières et télémédecine, il y a ce qu'on appelle l'urgence ressentie, comme il a dit. Le patient pense qu'il est en état d'urgence, mais lui ne peut pas confirmer que c'est effectivement un état d'urgence ou non. Ensuite vient l'urgence qui est en degré supérieur, qu'on appelle l'urgence potentielle. C'est-à-dire qu'il décrit quelque chose qui potentiellement peut évoluer vers un décès. Et ensuite, il y a l'urgence vraie qui est uniquement confirmée par un médecin. On peut pas. C'est pour ça que nous, en tant que médecins, souvent intra-hospitaliers, on dit aux patients, un patient ne doit jamais être chassé des urgences. Quand vous venez aux urgences, on doit obligatoirement vous recevoir pour voir de quoi il s'agit. Parce qu'un patient peut dire, moi j'ai reçu déjà des patients aux urgences qui viennent, qui me disent que je ne respire pas bien, mais c'est un petit rhume qu'il a, une petite bronchite, mais ce n'est pas, normalement il ne devrait pas venir aux urgences. Mais on doit confirmer qu'effectivement ce n'est pas une urgence avant qu'il rentre à la maison. D'accord. Alors oui. Alors du coup, j'ai envie de poser une question qui est un petit peu décalée, mais par exemple, si je sais que j'appelle le SAMU, j'ai pas d'argent, je me sens pas mal, je fais une crise, je tombe, une personne à côté de moi appelle le SAMU, vous venez, c'est vraiment très urgent, vous mettez tout ce qui est réanimation et autres. Comment ça se passe au niveau de l'hospitalisation? Est-ce qu'on exige d'abord de l'argent avant de me soigner, d'autant plus qu'on sait que c'est une urgence?
bien, comment vous gérez? À votre niveau, ensuite, les autres pourront... Non, nous, non. D'abord, le SAMU, c'est un service public. Ah, c'est public. Déjà, comme le CHU, comme autre. Donc nous, notre rôle, c'est de gérer l'urgence. Après, le recouvrement, c'est un autre fait. OK. Donc ça, c'est le premier point. Donc gérer l'urgence, que la personne soit en vie ou que sa douleur soit calmée, etc. Ensuite, si pour une raison X, on doit la transporter à l'hôpital, la destination va dépendre de ce qu'elle a. Par exemple, si elle doit aller en cardiologie, parce qu'on pense que c'est un problème cardiaque, nous, on appelle les collègues de cardio en disant, voilà, on est à tel endroit, on a telle personne qui a telle situation, on pense que c'est probablement chez vous, donc est-ce que vous pouvez la recevoir? Et eux, ils s'organisent et ils nous attendent pour la recevoir. Et comme ça, quand on arrive, il y a une continuité de... Donc, si je comprends bien, quand on parle d'urgentiste, à ce moment-là, c'est dans la voiture des urgences, entre la maison, le transport de la voiture jusqu'à l'hôpital. Il vous prodigue les soins qu'il faut en attendant qu'on nous emmène à l'hôpital. On voit les médecins d'urgence qui sont à l'hôpital. Est-ce qu'une personne qui est prise en charge par le SAMU, par une société, enfin, on va dire, d'urgence, est favorisée par rapport à une personne qui on va dire, qui a le même problème et qui est déjà à l'hôpital? Je veux dire par là qu'il peut y avoir une personne qui a un problème cardiaque déjà qui est à l'hôpital où on va dire il fait la queue, alors que là, par contre, on voit une ambulance arriver, automatiquement, on prend la personne. Donc, est-ce qu'il y a une priorité par rapport au même type de maladie? Oui, en fait, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le service des tris aux urgences. Des tris. Quand vous arrivez aux urgences, il y a un service de tri. Dans les bons hôpitaux, dans les grands hôpitaux, il y a toujours un infirmier ou un médecin qui fait le tri. Donc, quand quelqu'un vient, il y a des scores qu'on calcule pour savoir est-ce que c'est un patient directement qui va en réanimation, est-ce que c'est un patient qui va aux soins intensifs, est-ce que c'est un patient qui va en chambre. Donc, en fonction du score, on peut savoir. Donc, si vous venez aux urgences, que vous êtes assise, moi, je me rappelle avant-hier avoir vu une dame qui vient avec son enfant à 40 degrés, qui est assise. Elle fait le rang comme les autres, elle est à 40 degrés, l'enfant qui est devant, il est à 39 ou 38 degrés, mais ce n'est pas la même chose. Un enfant qui est à 40 degrés, il rentre immédiatement à l'intérieur. Donc, il faut pouvoir aller voir ceux qui sont devant pour leur dire, voilà l'état de mon enfant. En fonction de ça, on vous classe en fonction du degré. Est-ce que les scores, ce ne serait pas... parce que quand on va aux urgences, peu importe le pays, c'est le poids... mais attendez, il y a un élément important à préciser par rapport à la question qu'elle a posée. Oui. Que ce soit les pompiers ou le SAMU ou une ambulance qui arrive avec un malade, c'est pas correct qu'ils fassent la queue comme tout le monde. Eux, leur travail, c'est de mettre à disposition quelqu'un qui est souffrant aux urgences. Après, que ce soit urgence relative ou pas relative, ça c'est autre chose. Pour qu'ils puissent aller intervenir sur d'autres. Donc, ils ne feront pas la queue forcément. D'accord, voilà. OK. Et puis moi, je pense que souvent, quelqu'un peut se déplacer, avoir la force de se déplacer pour aller aux urgences, tandis qu'une autre personne peut-être s'est évanouie. C'est pas évident. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que vous travaillez souvent en synergie? Parce que une personne peut se sentir mal à la maison, elle appelle Humed. Moi, j'ai une belle expérience avec Humed, justement, parce que quand j'ai fini la tournée de Marabout Chéri, j'étais tellement fatiguée. Un jour, je ne me sentais pas bien, je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Ce n'était pas une vraie urgence, mais je n'avais juste pas la force de conduire pour aller à l'hôpital. Et je les ai appelés, ils m'ont soigné, facture, là même, ils ont envoyé ça 1 mois plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux te rendre... Ça, ce n'est pas une vraie urgence, mais tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital aussi. C'est ça. Parce que tu sais qu'il y a le rein. Parce que si je suis dans mon cas, que je vais à l'hôpital, il va faire le rein, alors que tu es fatigué. Donc, est-ce que vous, si par exemple mon cas était plus grave, est-ce que vous auriez appelé le SAMU pour dire, bon, écoute, il venait chercher, qui a dit, parce que nous, on n'arrive plus à gérer, est-ce que vous travaillez ensemble comme ça? Oui, enfin, nous, comme je dis, et comme tu as très bien expliqué dans ton cas, on vient et on fait l'état des lieux, on voit si c'est un cas qui n'est pas grave, qui ne nécessite pas qu'on transfère, on le prend en charge sur place, chez lui. C'est ça. On a le numéro de la régulation du SAMU. OK. Et on a eu beaucoup de cas, justement, où on a transféré l'appel au SAMU. Parce que tu peux commencer une prise en charge à la maison et l'évolution n'est pas favorable. Rapidement, il faut transférer. D'accord, très bien. Et on est aussi allé voir les responsables du SAMU pour que la contre-référence aussi se fasse. Dans le sens où, quand ils ont des appels qui ne sont pas des urgences, pas la peine de mobiliser des équipes du SAMU, ils peuvent donc nous référer pour que nous, on aille sur le terrain. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des urgences. Mais c'est juste que tu n'as pas envie d'aller à l'hôpital. Passer à l'hôpital, là, c'est trop compliqué. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec nos 3 urgentistes, Dr Ousmane Chérif, Soumaoro Ousmane et Dr Assoua Conte.
il y avait une question qui était très pertinente ici, sur laquelle le docteur Aswako voulait répondre. J'avais posé la question, il avait répondu. Et les deux autres nouvelles nous répondent en ce qui concerne l'argent. Côté argent. Comment ça se passe? Quand on arrive aux urgences, en clinique ou à l'hôpital, dis-nous. Dans chaque hôpital, il y a une organisation pour les finances. Tous les hôpitaux ont prévu déjà que certains patients peuvent arriver aux urgences et n'ont pas d'argent sur eux. La première des choses, c'est que beaucoup de patients avant se sont fait soigner gratuitement et n'ont pas payé les redevances. Énormément de patients. Je me rappelle qu'au CHU de Cocody, on a une pile de cartes d'identité comme ça, de patients qui ont payé, qui se sont fait soigner gratuitement, qui ont dit je reviens et qui ne sont jamais revenus. Wow. Donc tout ça, ça fait en sorte que le système est en train d'être un peu perverti financièrement. Mais tous les hôpitaux ont ce qu'on appelle un assistant social, qui est là, soit le matin ou la nuit, on parle d'administrateur de garde. Quand vous venez dans un hôpital et que vous n'avez pas d'argent, l'administrateur de garde signe un papier pour que le médecin puisse prendre les médicaments à la pharmacie, parce que le médecin n'a pas de médicaments sur lui. Il prend des médicaments à la pharmacie pour vous soigner, mais il faut que soit vos parents qui viennent, soit d'autres personnes fassent le recouvrement après. Malheureusement, dans beaucoup de cas, le recouvrement n'est pas fait. Okay. Voilà. D'accord. OK, je reprends la même question. Oui. Okay. C'est exactement le problème. Ouais. En fait, j'ai envie de dire c'est un gros problème, surtout au niveau du secteur privé de la santé. La question du recouvrement, ça force les cliniques à mettre des cautions quand on doit hospitaliser. Oui, c'est ça. Nous, quand on va hospitaliser, quand on va faire des soins à domicile, parce que c'est quelque chose qui est nouveau, on essaie de changer d'abord le comportement des gens, les habitudes des gens. Donc, on a pris sur nous de ne pas mettre l'argent devant. Donc, on attend à la fin de la facture, à la fin des soins d'envoyer à la fin des soins d'envoyer la facture. Et malheureusement, c'est compliqué. Il y a d'autres qui ne payent pas. C'est extrêmement compliqué. Ouais, j'imagine. Et nous, ce qu'on fait pour tenir, c'est de trouver des fonds de roulement. Mais après, il faut pouvoir rembourser ça aussi. Ça. Donc, c'est vraiment... Et c'est encore plus compliqué quand le patient décède. C'est encore 10 fois plus compliqué. Je me rappelle d'une dame décédée dans un hôpital. Ses parents disent non, nous on paye si elle était vivante. Regardez-moi cela. Bon, donc, on peut leur comprendre. Non, mais bon. Alors, vous allez nous raconter. Non, ils ont tort. Non, ils ont tort. Mais je peux comprendre. Je veux dire, souvent, ça fait mal. On peut comprendre, ça fait mal. Ton parent est décédé, on t'envoie facture. Encore souvent, c'est mal de pleurer. Tu penses à ma funéraille que tu vas organiser là. Alors, racontez-nous par exemple une journée folle en urgence. Chacun dans son domaine. Ou toi à la maison, genre dans une maison où c'était chaud même. Une anecdote. Ça peut être la nuit, ça peut être le matin. Les urgences, c'est généralement la nuit. Oui, le jour comme la nuit. Oui, le jour comme la nuit. Est-ce qu'on peut ne pas être trop malade et puis quand on voit le rang l'autre côté, on choisit d'aller en urgence? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, c'est ça. On parle de sport. Tu t'évalues même, tu t'évalues là, on met tous les... Alors, une journée folle, je vais commencer par... Mais est-ce que... Une journée folle... Ou alors moi, je vais raconter la pire histoire qui m'est arrivée. Ouais, par exemple. La pire histoire qui m'est arrivée. Je ne sais pas si le père peut-être va m'écouter. C'est un enfant de 8 ans que j'ai reçu dans un service. Je ne vais pas donner des détails, voilà. Mais en tout cas, la grosse difficulté à cet enfant, c'est qu'on avait un choix à faire entre les poches de sang. Il n'y avait qu'une seule poche de sang pour soit se sauver l'enfant, soit sauver une femme enceinte avec son bébé dans un bloc opératoire. Donc, moi qui étais proche de l'enfant, parce qu'il est pris en charge, qui a discuté avec l'enfant, sa mère était en France, on prend des WhatsApp, discuter avec l'enfant qui m'appelait tonton et tout ça, avec le choix difficile parce que la poche était au bloc opératoire, il faut choisir entre les deux. Ah ouais? Et ça arrive parce que les poches manquent. Donc, c'est en même temps une petite sensibilisation pour les poches. Mais vraiment, c'est l'histoire qui m'a le plus... Depuis que je suis médecin, je peux dire, c'est l'histoire qui m'a le plus touché. Parce que tellement que l'enfant faisait une hémolyse, c'est-à-dire que son sang, le taux de sang baissait et il faut le transfuser pour le sauver. Donc il faut faire un choix parce qu'on n'a pas de poche. Et quel est le choix que tu as fait? Non, ce n'est pas moi qui faisais le choix malheureusement, c'est le choix. La poche de sang était déjà au bloc opératoire. Donc je négociais pour prendre la poche au bloc opératoire pour l'envoyer aux urgences pour transfuser mon enfant. Bon, et ils n'ont pas accepté. Non, puisque c'est parce que là-bas, c'était 2 personnes. C'est ce que le professeur m'a fait comprendre, c'est que là-bas, c'était le bébé et la mère qu'il faut sauver. Et là, c'est mon enfant de 8 ans. Finalement, l'enfant est décédé. Oh là là. Mais voilà. Donc, quand je suis rentré à la maison, tellement traumatisé par cette histoire, je vous assure que dès que je me suis couché, j'ai fermé les yeux. J'étais fatigué, 8 heures avant de descendre de garde. J'ai fermé les yeux. C'est le visage de l'enfant qui m'est venu en rêve. Il me dit, oui, c'est pas de ta faute. Bon. Oh là là. En fait, je raconte ça, je me souviens et du nom de l'enfant, j'ai gardé contact avec le père parce que pour moi, c'est typique vraiment de ce que nous, médecins, nous ressentons quand nous sommes à l'hôpital. Wow. C'est des vies humaines
que nous, c'est des relations parfois qu'on garde à vie. Le père, aujourd'hui, il voit mes statuts, je vois ses statuts, on parle. Il a perdu son premier enfant. Il a perdu vraiment quelque chose de sa vie. Pour une poche de sang. Pour une poche de sang. C'est-à-dire qu'il aurait pu être sauvé. Voilà. Il a même dit, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il a même dit, je vais donner mon sang à mon enfant. Justement, c'est ce que je voulais demander. Mais ça ne se fait pas. C'est ce que je voulais demander. Non, ça, la loi, la législation, un peu partout, hein, ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, le donneur et le receveur doivent être anonymes. Il faut traiter le sang avant de le donner. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du sang directement pour donner à quelqu'un. Il faut traiter, pour faire... Est-ce que quelque part, ça ne rend pas justement les médecins un peu insensibles à certaines situations? Parce que on ne devient jamais insensible. On le constate dans certains hôpitaux publics, on ne va pas gâter le nom de certains hôpitaux, mais on sait que on voit des gens qui sont couchés par terre ici, ils se vident de leur sang, mais en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus d'humanité. Moi, je pense Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Non, déjà, il y a un phénomène qui s'appelle le phénomène d'accommodation. Le cerveau même, humainement, si vous êtes dans un endroit où on blesse, on coupe quelqu'un, les premiers jours, vous êtes touché, au fur et à mesure, le cerveau s'accommode. Mais seulement que le problème de la médecine d'urgence, c'est que il y a des cas particuliers qui sont différents des autres. Moi, si je perds un vieux de 90 ans, c'est vrai, dans des conditions chaudes, c'est vrai, je serais touché. Mais quand je perds un enfant de 8 ans, avec qui j'ai parlé, qui m'a dit tonton, qui m'a appelé papa, mais ça peut jamais, on ne peut pas s'accommoder à ça. C'est impossible. Une anecdote. Oui. C'est vrai que ça remonte avec le président Houphouët. Tu vois, le tonton a bien vécu. 1991. On était en mission avec le président Houphouët. Non, c'est quand même... Et en fait, son avion était venu le chercher, puisqu'on était en mission à Yamoussoukro. Et le mécanicien de son avion a fait un arrêt cardiaque sur la piste de l'aéroport. Sur le tarmac. À Yamoussoukro. OK. Et donc, on nous a appelé, on a appelé l'équipe du SAMU, on est parti sur l'aéroport, on a fait ce qu'il fallait faire, un massage cardiaque pendant 2h30, presque 3 heures. Après, on a branché tout ce qu'il fallait brancher, etc. Et on a demandé au président si on pouvait utiliser son avion pour transférer le patient à Abidjan. Bon, il a dit oui. Donc, un de mes collègues est venu avec ce patient à Abidjan. Malheureusement, il est décédé une dizaine de jours plus tard. Mais on avait réussi à faire le massage, repartir, etc., le brancher avant de venir. Bon, ça, c'est des situations qu'on a souvent vécues dans notre... dans votre truc. Oui. Tu en as Oui, alors nous, en fait, c'est moi le fondateur de UMED. J'ai créé ça en 2019. Ouais. Et c'était pendant Covid que en fait, les gens ont commencé à appeler beaucoup parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital, etc. Je suis tombé sur... Bon, à l'époque, je bougeais beaucoup plus. Ouais, maintenant tu te reposes. Je suis tombé sur un monsieur du 3e âge qui avait des symptômes respiratoires, etc. On lui a fait les tests de Covid qui est revenu positif. Et il ne pouvait pas se déplacer, il est aveugle. Il avait une poche urinaire et la famille avait vraiment plus de difficultés à l'envoyer à l'hôpital que de le garder à la maison. Donc, on a fait un investissement, on a acheté un concentrateur d'oxygène. C'est un appareil qui permet d'avoir l'oxygène à la maison. Donc, on lui a mis ça à disposition et on l'a traité, on l'a suivi et il s'en est sorti. Il y a beaucoup de cas qui sont décédés malheureusement pendant Covid, etc. Ouais. Mais lui particulièrement, c'était un état qui était extrêmement fragile, qui s'en est sorti et jusqu'à présent, il est là. Mais normalement, il devait être en quarantaine, non, dans sa maison? Il était resté chez lui, mais la famille ne pouvait pas faire autre chose que de lui porter assistance. Waouh. Alors, justement, je vais aller dans la même vague. Vous avez parlé de celui qui a le mécanicien de feu, qui a fait un arrêt cardiaque et vous de la poche de sang. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des gens qui étaient branchés dans le coma, par exemple, et il fallait prendre une décision, soit de le débrancher? Ça vous est jamais arrivé? Non. Comment ça se passe? Enfin, dans ces cas-là, il n'y a pas de décision de débrancher quelqu'un. Donc, c'est pas vrai ce que les gens racontent? Non, on ne débranche pas quelqu'un. Nous, on a des malades en réanimation qui sont dans des états, comme on dit, végétatifs. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on ne débranche pas. À partir du moment où vous débranchez la machine, c'est vous qui accompagnez la personne. Mais est-ce que c'est et quand les parents décident par manque de moyens? Un parent ne peut pas décider d'abréger la vie de quelqu'un. Tant que la médecine peut garder cette personne. C'est la première fois que j'entends. En fait, il faut préciser que la législation en Côte d'Ivoire interdit l'euthanasie. Quelle que soit sa forme, c'est interdit. Donc, ni le parent. On a déjà eu des cas où le parent vous dit « je dépense trop, c'est bon, débranchez-le ». On a déjà eu ces cas.
Ça arrive. Mais en Occident, l'euthanasie Oui, dans certains pays, c'est légal. Et dans certains pays, la mort cérébrale est prioritaire sur la mort cardiaque. Ouais. C'est-à-dire que quand quelqu'un a son cœur qui bat toujours, mais le cerveau, c'est du sang, ça ne peut plus jamais fonctionner. On est sûr que le cerveau ne peut plus fonctionner. On débranche le patient parce qu'il ne va jamais vivre encore. Mais en Côte d'Ivoire, même si le cerveau est foutu complètement, tant que le cœur bat, vous n'avez pas le droit de le débrancher. Et puis on paye Même si vous avez un autre patient qui a besoin de cette place-là pour être sauvé, vous ne pouvez pas le débrancher. C'est pas possible. On peut pas. Avec l'euthanasie, il faut quand même être un peu... Ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que le don d'organes existe ici aussi? Oui, pour certains organes, le don de rein existe en Côte d'Ivoire. Il y a même un programme, je pense que le professeur Koulibaly Noël fait des transplantations. Il en a réussi pas mal. Il y a eu un seul décès. Voilà. Mais les dons d'organes qui n'existent pas, c'est en Côte d'Ivoire, c'est pour le moment le cœur et puis le foie. Voilà, alors, je sais que dans certains pays, par exemple, on s'inscrit pour dire que si un jour, par exemple, je tombe gravement malade et que je suis, par exemple, en état de mort cérébrale, je donne mes organes, c'est la même chose? Non. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas permis. En Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas donner votre organe. Les dons d'organes en Côte d'Ivoire se font de parent à parent. Par exemple, pour le rein, vous avez un frère, vous faites des tests de compatibilité entre parents. J'ai eu à participer à des greffes d'organes en cardiologie. C'était des professeurs qui faisaient en cardiologie. C'est toujours des parents. Parfois, on a eu des cas où c'est un cousin qui donne, et puis, malgré ça, la personne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. Il y a un rejet. Okay. Très bien. Alors, NCI Reportage a fait un élément sur le métier d'urgentiste. On va regarder. De jour comme de nuit, leurs sirènes traversent l'air et leurs gyrophares illuminent la ville. Objectif, le transport d'urgence de malades. Eux, ce sont les équipes du SAMU, service d'aide médicale urgente, et qui intervient dans la médecine préhospitalière. Mais tout commence ici, à la base, précisément dans cette salle. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On a une urgence ici. Il y a quelqu'un qui a fait une crise d'épilepsie. Une autre difficulté, c'est le parent qui est en détresse, qui est à la maison, qui ne peut pas nous décrire le tableau clinique du malade. Une fois chez le patient, le chef d'équipe présente le protocole de soins. Ok, donc on va déjà prendre vos paramètres, tension, saturation pour s'assurer que tout va bien. Paterne et son collègue entament la procédure de déplacement du malade vers l'ambulance. Une fois le patient installé, c'est le départ pour la clinique. Le travail du SAMU, c'est aussi lors des événements de masse, comme ici à l'espace Figayour de Yopougon. C'est une jeune femme blessée à l'oreille par une arme blanche. Et là, on a déjà fait un pansement sur la plaie qu'elle a. Et après, on l'évacue dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Mais en fait, ce que j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des campagnes, par exemple, de sensibilisation, j'ai envie de dire de préparation pour les premiers secours? Parce que des fois, il y a des gens à la maison qui ont juste besoin qu'on leur fasse de petites choses pour que ça remarche. Est-ce qu'on fait ça souvent ou on est obligé d'attendre le SAMU si on ne connaît pas les premiers gestes? Oui, dans les entreprises, actuellement, il y a même une obligation pour les entreprises de former les travailleurs à des gestes de premier secours. Aussi à la maison, il y a des gens qui sont formés. Mais pour la population en général, on ne le fait pas. Moi, je regarde souvent des vidéos de certains artistes, je ne vais pas citer des noms, qui sont décédés en Côte d'Ivoire ici. S'il y avait quelqu'un autour qui avait posé 1 ou 2 gestes d'urgence, on pouvait peut-être les sauver. Oui. Alors, mais ce que je veux savoir, par exemple, Soumaoro, quand vous partez chez les gens, est-ce qu'après avoir consulté la personne, vous vous dites, bon, si ça reprend, faites comme ci, faites comme ça. Est-ce que vous Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Quand tu vas chez quelqu'un, le but, ce n'est pas de vivre avec lui. Le but, c'est de renforcer ses capacités pour que lui-même, il soit capable de pouvoir se prendre en charge pour les voilà, ne serait-ce que reconnaître ce qui peut être une complication. Et ensuite, savoir à quel moment est-ce qu'il faut appeler. D'accord. Voilà. Les premiers gestes, ça peut être délicat. Parfois, ça va dans tous les sens. C'est là où il faut savoir marquer la limite entre renforcer les capacités de quelqu'un et puis l'automédication.
Ouais. Donc voilà, il faut savoir comment est-ce qu'après on fait le transfert des capacités pour que les personnes sachent se prendre en charge. Alors, est-ce que dans votre structure a la capacité de pouvoir satisfaire toutes les demandes aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus aller à l'hôpital, qui ne veulent plus se casser la tête, comme Kadi. Franchement, moi, est-ce que vous avez la capacité de pouvoir satisfaire tout le monde et soigner tout le monde en même temps? Non. Nous, il faut être franc, notre structure, d'abord, est basée à Abidjan et répond à un problème de prise en charge dans les villes urbaines. Okay. Parce que la télémédecine a des limites. Ouais. Notre flotte est très limitée. Et donc, c'est pour ça même que d'ailleurs, on ne cherche pas à faire de la publicité, à faire beaucoup de... etc. On essaie de respecter la balance entre l'offre et puis la demande. Et donc, nous, on est... D'ailleurs, même notre point... La commune où on intervient le plus, c'est à Cocody. On nous appelle aussi à gauche et à droite. Parfois, on sort d'Abidjan pour des cas qui sont très spécifiques, mais on ne peut pas répondre à... Oui, on ne peut pas répondre à... Il faut peut-être qu'il y ait plus d'entreprises comme la tienne. Ou alors que ce soit qu'ils agrandissent. En fait, vous agrandissez. C'est ça. En fait, s'il n'y a pas de demande, on ne peut pas augmenter la capacité de l'offre. Mais les gens ne connaissent pas, on le découvrir. C'est ça, les gens ne connaissent pas. Et nous aussi, j'avoue qu'on a eu peur parce que on n'a pas la capacité financière d'ailleurs de suivre pour augmenter s'il y a une grosse demande. Donc, on prend à chaque fois, c'est le fait de s'assurer à chaque fois de donner une bonne qualité de service qui a fait que le bouche à oreille est arrivé chez Kadi Touré. Sinon, vraiment, on essaie de se concentrer sur chaque soin pour que l'activité puisse... En tout cas, ça, ça tombe bien, on a vu le reportage, on a vu les voitures les ambulances circuler. On a un gros souci à Abidjan, c'est les embouteillages. Qu'on ne se le cache pas, même si on a 50 routes, les embouteillages d'Abidjan, ça ne finit pas. Je trouve que même ça s'est aggravé ces temps-ci. Bref, quand on voit les ambulanciers, on dit souvent dans les embouteillages, oh, ceux-là, ils font exprès. Les menteurs, là, pas malades dedans, ils vont tout faire pour passer devant nous. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a un manque de connaissances qui fait qu'on parle comme ça? Oui, bon, c'était un problème d'ignorance. Dans une ambulance en mouvement qui a une sirène et un gyrophare, il peut effectivement ne pas y avoir de personnes à l'intérieur, mais l'ambulance est en train de partir sur une intervention, ou comme a dit le confrère tout à l'heure, aller chercher du sang pour quelqu'un qui en a besoin. Donc l'idée, c'est de lui faciliter le passage. Malheureusement, au SAMU, il y a eu des fois où on a eu des accidents de la circulation avec des malades à bord parce que... Pour des problèmes d'incivilité, on va dire, voilà. La personne allait le connaître parce qu'il ne veut pas le laisser passer. Oui, voilà, c'est des choses qu'on a fréquemment, malheureusement. Et on espère que le patient a vécu à l'accident et à la maladie. En fait, pas tellement que le patient vive, c'est pas le problème, mais les gens doivent apprendre à faciliter le passage d'un véhicule qui a des gyrophares et une sirène, même s'il n'y a personne. Parce que quand l'ambulance est en train d'aller chez vous, il faut qu'elle arrive chez vous. Rapidement. Dans un délai court. Mais il peut y avoir une embouteillage de 3 heures. Parce que les gens ne laissent pas passer. Parce qu'il n'y a personne, alors qu'il est en train de partir chez vous. Bien sûr. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, j'avais dit que c'est simplement dans les différents quartiers, j'avais quand même remarqué qu'il y avait une éducation routière qui est différente. Je ne sais pas si c'est une remarque générale. Je ne vais pas attaquer les quartiers. Mais je peux vous assurer que dans certains quartiers, quand vous roulez, l'apprenti va quand même vous dire « je ne vous laisse pas la voie ». Parfois dans une langue... C'est-à-dire que c'est les injures. Alors qu'il y a des quartiers où, je vous assure, vous n'avez même pas besoin de mettre la sirène. Dès que vous avez les gyrophares qui s'allument, tous ceux qui voient par le rétroviseur, ils vont vous céder. Nous qui avons fait auto-école, voilà l'école là. Je peux me mettre à dos un certain quartier. Tu es en train d'éduquer. Je comprends. C'est quel quartier qui... J'ai eu un cas très particulier avec la commune d'Abobo. D'accord. J'ai même fait une publication. S'il vous plaît, en cause de Dieu, quand vous voyez les ambulances là, pardon, ils sont en train de chercher les êtres humains. Ça peut être vos frères, ça peut être vos parents. Laissez-les passer. Qui d'autre après Abobo? Oui, avec Yopougon, je me dis peut-être souvent... Yopougon. Voilà, Yopougon aussi, c'est... Tonton Bictoko est là-bas maintenant. Je pense qu'ils vont laisser passer maintenant, comme il est. On n'a pas bien fait un message. Donc souvent chacun je me dis aussi que les médias ont une part de responsabilité. Parce que souvent, quand on filme,
on montre un peu que ceux qui ont bloqué des passages, là, parfois, c'est des vies humaines que ça a coûté. Et si on va dire à ces gens-là que la route que tu n'as pas laissée à l'ambulance pour passer, voilà la vie humaine, et puis on lui montre la photo, moi, je suis sûr que ces gens-là, ils vont être touchés et demain, ils vont laisser la voie. Demain, si tes parents meurent, il ne faut pas te plaindre parce que tu as tué quelqu'un sur la route. L'urgence de vie humaine, d'accident de la route. Lorsque vous voyez un jeune, par exemple, sans vie, qui a eu un accident de la route, est-ce qu'en tant qu'urgentiste, vous le récupérez quand même dans votre... dans l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital ou bien vous appelez en même temps la morgue? Parce qu'il y a des fois où on dit la personne est derrière mort, donc on appelle en même temps la morgue. C'est un médecin qui doit dire. Non, il y a une comment procédure. Ça se passe? Voilà. Il y a une procédure. En Côte d'Ivoire, il y a une procédure bien connue. Comme dans toute émission, il y a une procédure. Effectivement. Je vais à la pub et je reviens. Alors, nous sommes avec le docteur Aswakan, docteur Soumaoro Ousmane et docteur Osman Chérif. C'est ça. Yasmine, Aurélie avait une question. Oui. On va partir en pub. Donc, je demandais, par rapport à un accident de la route, une personne que vous voyez qui est décédée, vous la récupérez dans votre ambulance ou vous appelez la morgue? Non. Juste savoir. Oui, donc dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a une procédure qui est bien définie concernant les décès. La première des choses, le médecin, il est le seul à pouvoir affirmer un décès. Parce que je rappelle qu'il y a eu des cas où on a soulevé des corps, on a déposé dans des morgues privées, et on s'est rendu compte que les gens se sont réveillés après. Voilà. La seule personne, oui, ça s'est déjà passé récemment à Boaké. Il y a des morgues privées dans des mosquées, dans des endroits. On envoie directement le corps et après la personne se relève, tout le monde fuit. Donc, il faut bien rappeler que la seule personne en Côte d'Ivoire... Le cœur a ralenti. Oui, il y a des comas qui sont profonds. Il y a le coma stade 3, les comas qui sont profonds, où quand vous stimulez la personne ne bouge pas, vous avez l'impression que la respiration est agonique, mais la personne n'est pas morte. La personne n'est pas morte. On peut rattraper, on peut réanimer. Voilà. Donc, la première des choses, c'est que le médecin doit pouvoir s'approcher de la personne pour pouvoir faire le constat. Tenter de réanimer. Si jamais il y a quelque chose à réanimer, le médecin tente de réanimer. Si vraiment il n'y a plus rien à réanimer, parce qu'il y a des signes qui montrent qu'il n'y a vraiment plus rien à réanimer, c'est un patient qui est décédé. La procédure, c'est qu'il faut un commissariat, il faut que la police vienne faire le constat, il faut qu'on fasse ce que nous on appelle le papier de constatation de décès. Ensuite, on envoie à la morgue un légiste même doit voir ce patient pour savoir quelle est la cause de son décès. Donc il y a toute une procédure qu'on fait. Entend le gars être par terre. Non. Le monsieur va répondre. Oui, les pompes funèbres viennent le prendre. Les pompes funèbres viennent le prendre ou bien le SAMU? Non. Le rôle des services d'urgence, c'est de s'occuper des vivants. C'est ça. Ceux qui ne vivent plus, ça relève des pompes funèbres. Voilà, comme il a dit le confrère, on va appeler la police. Et nous, on appelle souvent directement aussi les pompes funèbres qui ont pour rôle de prendre en charge cette personne qui n'est plus en vie après que le décès ait été confirmé. D'accord. Pour éviter que les gens se réveillent. Milieu. Je voulais te demander, je vais dire un truc à tous les trois. En Côte d'Ivoire, on dit que l'argent est bon, jusque dans la mort. On dit, mais pourquoi? On dit, lorsque tu fais un accident de voiture et qu'une voiture vous cogne, vous êtes deux dans le taxi. L'autre n'a pas l'argent. Toi, tu as l'argent, tes parents appellent à mettre un hélicoptère, des hélicoptères d'urgence. C'est pas ambulance, il n'y a pas embouteillage, c'est l'hélicoptère qui vient te chercher pour t'envoyer directement à l'hôpital. Mais toi, que tes parents sont poignons là, le temps, ils vont te mettre enlevé. Souvent, même ton nom, c'est cassé, mais ils ne savent pas, ils te soulèvent quand même. Forcés, ils veulent te mettre dans le taxi pour t'envoyer à l'hôpital. Tu peux mourir parce que peut-être que si ta côte est cassée, ça peut percer un moment. Qu'est-ce que vous dites de ça? Effectivement. C'est vrai ou c'est faux? Bon, moi, je combats l'amour excessif pour l'argent. Donc, dire que quand on a eu des patients qui ont un hélicoptère les a pris, ils sont décédés. Oui, ça, c'est les cas extrêmes. Dans le taxi, ils sont vivants. Donc, ce n'est pas un gage de bonne santé, le fait d'avoir l'hélicoptère ou pas. Mais il faut savoir que transporter un patient, soit on l'améliore, soit on l'aggrave. Quand vous avez un patient qui est couché par terre, vous ne le prenez pas. Je me rappelle du cas récent d'un intellectuel qui avait sa maman à la maison, qui a fait un AVC, il a pris sa maman, il l'a mis dans le coffre, il roule, il tape la maman, il gifle la maman, il roule un peu. Il a même roulé en sens inverse, il a failli être percuté. Bon, finalement, vous aggravez l'état de la patiente. L'idéal, c'est toujours d'attendre
les secours. Vous appelez, ne déplacez pas les patients n'importe comment, surtout dans les accidents. Ouais. Si vous avez un accident où il y a un os qui est cassé, qui peut toucher la moelle épinière, si vous déplacez le patient pour dire comme on est pressé, il faut l'envoyer à l'hôpital le plus rapidement possible, c'est le plus bien, c'est pas vrai. Parfois, vous créez plus de problèmes. Donc, utilisez les voies normales. L'idéal, c'est de prendre une ambulance pour conduire le patient à l'hôpital. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, on va revenir un peu peut-être au début. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme médicament comme médicament dans sa trousse de secours à la maison? Oui, docteur Asokon. Il y a deux choses. Il y a les gestes de secourisme et puis il y a l'approche médicale. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Dans le secourisme, on ne parle pas de médicaments. OK. Par contre, en médecine générale, on peut avoir des médicaments pour les maux de ventre, pour les maux de tête, pour la fièvre. Pour faire un pansement, ça suffit. Après le secourisme, ça va être des gestes qu'il faut apprendre à la population en général. J'aimerais bien qu'on ait... Pour pouvoir avoir une conduite devant toute situation. Le bouche à bouche. Alors, justement, par exemple. Et ça rejoint ce que le confrère a dit il y a 2 minutes. Les gens, je dis les gens, la population en général n'est pas formée aux gestes de secours. C'est ça. Il y a 3 choses qui font que quelqu'un va mourir. Il ne respire pas, son cœur s'est arrêté, il perd connaissance. Mais comment on sait que son cœur s'est arrêté? On touche le pouls. On touche son pouls. Mais poulet où? Non, c'est une belle question. Hein. Oui. Aujourd'hui, on dit, vous appelez quelqu'un, il ne répond pas. Vous le regardez, il ne respire pas. On considère que son cœur s'est arrêté. Ah, d'accord. Sur ces 2 éléments-là, vous appelez monsieur, monsieur, madame, madame, elle ne réagit pas. Vous regardez la poitrine, ça ne bouge pas. On considère que cette personne, son cœur s'est arrêté. Et dans ce cas d'espèce, on va commencer à amasser et puis appeler. Mais là, on rentre dans un autre domaine, qui est celui de la prise en charge de la... Mais tout à l'heure, il a dit quelque chose. Par exemple, une personne qui fait un AVC. C'est quoi le secours? Alors, attendez. Est-ce qu'il a terminé avec ces 3 d'abord? Oui. Avant qu'on aille sur l'AVC. Parce que la question rentre dans ce qu'il a dit. Un AVC, c'est un diagnostic médical. Effectivement. Mais en fait, avant d'arriver à l'AVC, la personne va sentir que son bras devient faible, elle va sentir que son visage devient un peu bizarre, que sa langue devient lourde, ou bien qu'elle perd progressivement connaissance. Ce sont ces signes-là qui vont apparaître, qui vont dire au médecin « Ah, c'est un AVC ». Mais le problème, quand quelqu'un commence à avoir son bras qui faiblit, ou bien que sa langue devient lourde, est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce que son cœur bat? Tant qu'il a envie, on peut le gérer. Le reste, c'est médical. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres gestes à nous apprendre? Donc, on regarde si la personne est si la poitrine se soulève, déjà, si vous l'appelez, qu'elle vous répond, elle a envie, il n'y a rien à faire. D'accord. Et ça, qu'est-ce qu'on fait donc si elle est dans un cas comme ça? Il n'y a rien à faire. Par contre, si vous l'appelez, qu'elle ne réagit pas, vous l'appelez, elle ne vous répond pas, vous la regardez, elle ne respire pas, on peut la gifler. En ce moment, non, il ne faut pas la gifler, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. En ce moment, cette personne est probablement le cœur arrêté. Donc, on peut faire un massage cardiaque. Parce comment on fait le massage cardiaque? Il y a des situations où la personne ne réagit pas, mais elle respire. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, on appelle les urgences. En ce moment-là, avant d'appeler les urgences, on va la mettre sur le côté. De quel côté? Peu importe. Peu importe. Ouais. Si la femme enceinte, on va la mettre à gauche. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. OK. Voilà les 2 situations. On la met sur le côté et puis on fait quoi avec elle? On la met sur le côté, comme si elle était couchée sur le côté. Et puis on la surveille en attendant que les urgences arrivent. D'accord. Parce que pendant qu'on la surveille, alors qu'elle respirait, elle peut s'arrêter de respirer. C'est ça. Okay. En ce moment, on va la remettre et puis commencer à masser. Très bien. Non. On va terminer d'abord avec ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres gestes importants? Parce que je veux qu'on retienne des gestes. Oui, moi, le geste le plus important que j'ai vu dans ma pratique... Yasmine veut le bouche à bouche, peut-être qu'après... Non, le bouche à bouche. Donc, je disais que c'est une manœuvre qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. La manœuvre de Heimlich, ça arrive beaucoup sur des personnes qui sont en train de manger. Et il y a la nourriture qui va passer, qui va faire une fausse route. Parce que vous savez, dans la gorge, il y a 2 tuyaux. Il y a le conduit pour respirer, qui est la trachée, et puis il y a le conduit pour s'alimenter, qui est l'œsophage. Donc si vous mangez et que la nourriture qui est au niveau de l'œsophage tourne et passe par l'endroit pour respirer, vous commencez à vous étouffer. Et il y a même une vidéo d'une femme qui a sauvé son enfant dans un pays européen avec la manœuvre de Heimlich. Donc c'est important que tout le monde en Côte d'Ivoire
connaissent la manœuvre. C'est quoi la manœuvre? Vous mettez... Voilà, non, déjà, sur le ventre. Voilà, c'est-à-dire que vous me mettez derrière la personne. La personne, c'est s'alimente, il s'étouffe. Souvent, il attrape même sa gorge, il dit, j'arrive pas à respirer. Parfois, mais il n'arrive même pas à vous dire ce qu'il y a, mais la personne attrape sa gorge. Donc, voilà, je passe derrière. Viens, il va te faire le geste. La personne s'arrête. Je passe derrière, là. Voilà, merci docteur. Ah non, on peut pas Je veux passer des là. gestes comme ça. C'est un vrai docteur. Docteur, faut pas que ça Je mets les mains En fait, debout. voilà. Il faut mettre le poing entre la poitrine et le ventre, là. Il y a un creux ici, là. On met le poing comme ça, l'autre poing ici, et puis on fait un mouvement comme ça. Ça fait mal, hein. Et ça crée une pression, et le corps étranger peut sortir. On appelle ça la On manœuvre a de vu un Heimlich. policier aux États-Unis qui a fait ça sur un gars qu'il a arrêté. Exactement. Le policier a arrêté un gars aux États-Unis, et puis il a eu ce truc-là, et puis le gars l'a sauvé. Donc ça, c'est un geste qu'il faut avoir en mémoire. On peut apprendre, mais bon, après... Moi, je veux rebondir en même temps sur ce que Dija a dit et en même temps aussi sur ce qu'elle a dit. En fait, l'un des problèmes qu'on a ici, c'est qu'on n'a presque pas de médecin traitant. Quand on a un médecin traitant, un médecin de famille, il connaît notre historique. En cas de problème, il peut avoir un diagnostic qui est plus affiné que quelqu'un qui vient découvrir le cas. C'est ça. Et la première chose, et ça c'est un geste qu'on n'en parle pas assez, il y a beaucoup de gestes médicaux, techniques, etc. Il faut l'appeler le médecin traitant. Et c'est lui qui va dire comment est-ce qu'il faut gérer la boîte à pharmacie à la maison. C'est lui qui va donner les premières orientations et comment est-ce qu'il faut référer la personne vers qui, parce qu'il sait quelle est la situation de la personne. Il connaît sa condition financière, il connaît son environnement social et il sait comment est-ce que la personne peut naviguer dans le système de santé. Je comprends très bien. C'est un peu pour les personnes aisées, on va dire. Pas forcément. Non, je dis c'est ce que les gens pensent. Donc c'est peut-être de dire aux gens que même vous pouvez aller à l'hôpital et puis prendre peut-être contact avec un médecin que vous allez voir régulièrement. Et puis finalement, vous avez le numéro de ce médecin, là, vous pouvez l'appeler même tard dans la nuit, par exemple. Revenir rapidement sur justement l'urgence à l'hôpital. Il peut s'avérer que on se sente pas bien et qu'on arrive à l'hôpital en urgence, mais qu'on passe des heures à attendre avant d'être soigné alors qu'on est censé être en urgence. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde déjà et comment est-ce qu'on favorise, comme on l'a dit tout à l'heure en parlant de score, voilà, relativement par rapport à l'Europe, est-ce que c'est normal d'attendre autant comme ça alors qu'on est censé être en urgence? Oui, donc la réponse à cette question, c'est que le score, quand vous arrivez aux urgences, normalement, vous devez voir un personnel médical rapidement. Mais ça ne signifie pas que vous allez être pris en charge en même temps. Parce que quand on va vous voir, on va vous classer dans un score. Les personnes, par exemple, qui sont dans le score 1, qu'on appelle le score rouge, doivent être pris en charge entre 0 et 1 minute. On doit les prendre en charge en même temps. Par exemple, quelqu'un qui vient en détresse respiratoire, quelqu'un qui vient avec un score de Glasgow à 3, quelqu'un qui vient qui pratiquement est inconscient, une femme qui est en train de saigner, qui doit accoucher, parce que l'accouchement, il y a plusieurs stades, donc qui est en train de saigner. Donc, ce sont des grosses urgences où on doit prendre en charge entre 0 et 1 minute. Ensuite, il y a des patients qu'on doit prendre en charge entre 1 minute et 10 minutes. Par exemple, des personnes qui viennent, qui se plaignent d'une forte douleur dans un endroit, une très forte douleur insupportable. Donc, elles peuvent attendre jusqu'à 10 minutes aux urgences. C'est le délai maximum. Et ceux qui font 2 heures, 3 heures là. Voilà. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas leur place aux urgences. Je veux quand même préciser qu'en Afrique, en fait. les urgences... Il faut que nous-mêmes, on arrive à savoir si notre cas est une urgence ou pas. L'attente en Afrique aux urgences est moindre qu'en Europe. C'est clair. Je peux vous dire qu'en Angleterre, il y a le NHS. Le NHS, c'est gratuit là-bas. On est à la fin. Donc lui, mec, a un petit bouton, il s'en va. Ici, même, c'est moins. Bon, j'ai dit ici, là, quand les gens font accident, là, on est rempli autour d'eux. Ça aussi, c'est urgent, mais c'est pas urgent. La personne ne respire plus, mais on laisse répondre parce qu'on n'a pas le temps. C'est une approche mentale... villageoise. C'est une approche environnementale. Les gens, ils pensent qu'être autour, c'est assister la personne. Bon, c'est pas ça. Il faut éduquer pour leur dire, il faut la laisser respirer, il faut lui donner de l'air. Odeur du pied d'un monsieur arrivé. D'accord. Un gars qui a fait accident. Très bien. Alors, on est à la fin de l'émission. On est déjà à la fin de l'émission. Peut-être qu'on n'a pas tout dit, mais on est obligé de conclure cette émission-là. Je vais vous laisser quand même dire un mot à l'attention des téléspectateurs. D'accord? Je commence par toi. On va rapidement. En général, les urgences sont des urgences dites ressenties, mais tant que quelqu'un respire, son cœur bat, il n'y a pas d'urgence. Évidemment, si la personne saigne, elle perd du sang, on fait un geste pour bloquer le sang, mais voilà, tant qu'elle respire, qu'elle vit, pour moi, il n'y a pas d'urgence absolue. D'accord. On a le temps d'appeler et puis de faire un geste. Très bien. Voilà.
Alors moi, je vais dire deux choses. Première des choses, j'invite toutes les personnes qui veulent s'orienter en médecine à faire la médecine d'urgence parce que c'est la plus belle chose que la vie peut apporter dans le monde. Parce que sauver quelqu'un qui vient en détresse et qui vous dit merci, il n'y a pas un salaire qu'on peut donner à quelqu'un qui peut valoir ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je veux dire, quand vous arrivez aux urgences, pour qui êtes patient, soyez vraiment patient. Parce que vous savez, c'est un environnement où vous avez besoin de beaucoup de communication. Et vous avez besoin de beaucoup de calme. Plus vous êtes calme, plus le médecin est calme, mieux les choses se passent. Mais quand vous êtes très nerveux, que vous criez, parfois, c'est pas la bonne solution. On termine avec toi rapidement, Smaro. Je pense que j'ai rebondi sur ce que le collègue a dit. Je pense que moi, quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai fait la médecine par passion. Et je suis tombé dans un environnement où, en fait, tout le monde déteste les médecins. Ils ont des problèmes avec les médecins. Tout le monde dit qu'ils ont sali le nom de la blouse. Et je pense que c'est le moment où on se réconcilie entre médecin et patient. Parce que les médecins ne travaillent pas quand le patient ne collabore pas. Et donc, il faudrait qu'on s'entende, que les patients viennent vers nous, que les médecins aillent vers les patients. C'est pour ça qu'on va au domicile des patients. Mais il faut vraiment qu'on crée une synergie pour que tout le monde soit en santé. Voilà. Bravo! Voilà, c'était nos urgentistes, nos anges gardiens. Merci les filles, merci très chers invités. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.